Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un produit que des millions de Français possèdent, mais que peu comprennent vraiment, l'assurance vie. Bonjour. Oui, et les documents qu'on a là sont assez clairs. Ils montrent bien le double visage du produit. Exactement. D'un côté, on nous vend un outil d'investissement génial, presque une niche fiscale, et de l'autre, un labyrinthe de frais. Alors, couteau suisse ou usine à gaz? C'est toute la question. Notre mission aujourd'hui, c'est de trancher un peu dans ce brouillard. En s'appuyant sur toutes ces analyses, on va essayer d'extraire l'essentiel pour comprendre la mécanique, les vrais atouts. Mais aussi les pièges. Et il y en a. Oui. L'objectif, c'est d'avoir une vision claire de sa place dans une stratégie, quoi. Et ce qui est frappant d'entrée, c'est que le nom lui-même est trompeur. Les sources le disent toutes. Il faut oublier l'idée d'une assurance d'essai classique. Ce n'est pas ça. Non. On parle bien d'une enveloppe d'investissement à long terme. La tension centrale, c'est cet arbitrage constant entre des avantages fiscaux bien réels et des frais qui peuvent plomber la performance. C'est tout le sujet. Et juste avant de plonger, une petite précision, d'ailleurs les sources le rappellent aussi. Oui. On est là pour décrypter, pour analyser, on ne donne pas de conseils en investissement. Et de synthétiser l'information pour éclairer la réflexion de chacun. Il y a une citation de Charlie Munger dans les notes que j'aime beaucoup. Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. C'est exactement ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. La première chose qui saute aux yeux dans les documents, c'est la structure même du produit. On parle d'une enveloppe à 2 compartiments. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ça, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est ce qui lui donne toute sa flexibilité. Il faut imaginer une sorte de portefeuille hybride. D'accord. D'un côté, il y a le compartiment sécurité, les fameux fonds en euros. Ah oui. Là, le glossaire qu'on a est très clair. Le capital est garanti. L'assureur vous promet de vous rendre au minimum ce que vous avez versé. C'est un peu le pilier de la sécurité. Le rendement est faible, mais c'est stable. Le matelas de sécurité, en quelque sorte. Et le deuxième compartiment, c'est quoi alors? Alors là, on change complètement d'univers. Ce sont les unités de compte ou les UC. D'accord, la partie plus risquée. Exactement. L'argent est investi sur des supports beaucoup plus dynamiques. Des actions, des ETF, des fonds immobiliers comme les SCPI. C'est là qu'on va chercher la performance. Le potentiel de croissance. Mais avec un risque de perte. Oui, et c'est crucial. Le capital n'est plus du tout garanti. On peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre. C'est l'épargnant qui choisit la proportion entre les deux, en fonction de son profil de risque. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un contrat 100% sécurisé, tout en fonds euros, ou à l'inverse, un contrat très très offensif. C'est ça. On peut avoir un contrat rempli d'unités de compte pour viser un maximum de performance. Cette modularité, c'est assez unique. C'est ce qui le rend adaptable à plein de situations, j'imagine. Oui, un jeune de 30 ans ne va pas l'utiliser comme un futur retraité de 60 ans. L'un va privilégier les UC pour faire croître son capital sur des décennies. Et l'autre va plutôt sécuriser ses gains en basculant vers le fonds en euros. Voilà. C'est cette dualité qui est au cœur de son immense popularité en France. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'avantage principal qu'on voit partout, c'est la fiscalité. Absolument. C'est l'argument de vente numéro 1. Tous les articles le soulignent. La magie, si on peut dire, opère surtout après le 8e anniversaire du contrat. 8 ans, c'est le cap à retenir. Oui, à partir de là, si on fait un retrait, les gains ne sont pas taxés de la même manière. Il y a un abattement annuel. Un abattement, c'est-à-dire une part des gains qui échappe à l'impôt. C'est ça. Les textes le chiffrent précisément. Chaque année, une personne seule peut retirer une somme contenant jusqu'à 4 600 € de plus-value sans payer un seul centime d'impôt sur le revenu. Et pour un couple, C'est le double, 9 200 €. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus sur cette part-là. C'est intéressant, mais est-ce que cet avantage de 400-600 euros, ce n'est pas un peu surévalué? Pour un petit épargnant, atteindre autant de gains dans un seul retrait, ce n'est pas si fréquent, non? c'est une excellente question et un des exemples des sources est très parlant. Il ne faut pas le voir comme un bonus ponctuel. D'accord. Il faut plutôt le voir comme un outil pour se créer des revenus complémentaires à la retraite, par exemple. Imaginez, une personne a 200 000 € sur son contrat, dont 50 000 de gains. Ok. Elle a besoin de 10 000 € pour compléter sa pension. Elle fait un retrait. Sur ces 10 000 €, la part de gain ne sera que de 2 500 €. Ah oui, au prorata du total. Exactement. Et comme 2 500, c'est en dessous de l'abattement de 4 600, son impôt sur le revenu sera de
zéro. Zéro. C'est là qu'on voit la puissance du truc pour se générer des revenus peu ou pas fiscalisés. Vu comme ça, c'est beaucoup plus concret, c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Les documents insistent aussi beaucoup sur la transmission de patrimoine. C'est presque sa deuxième super-pouvoir. C'est même ce qui la rend irréplaçable pour beaucoup de gens. L'assurance vie fonctionne hors succession. Contrairement à un PEA, par exemple. Oui, un PEA est clôturé au décès, ça rentre dans la succession classique. Ici, non. En désignant des bénéficiaires, on leur transmet un capital avec une fiscalité extraordinairement avantageuse. C'est-à-dire, Chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 € pour les sommes versées avant les 70 ans de l'assuré. encore une fois, concrètement, ça donne quoi? L'exemple d'une des notes est frappant. Prenez une personne qui veut laisser 150 000 € à son neveu. D'accord. Dans une succession classique, ce neveu paierait des droits à 55% sur la quasi-totalité. Il toucherait à peine 70 000 €. La moitié, quasiment. Voilà. Avec une assurance vie, s'il est bénéficiaire, il reçoit les 150 000 € net d'impôts. C'est radical comme différence. Ça devient un outil pour contourner les règles, surtout pour des gens qui ne sont pas des héritiers directs. Ok, le tableau est séduisant. Flexibilité, fiscalité optimisée, transmission. On comprend mieux la popularité. Mais du coup, j'en reviens à ma question. Où est le loup? On y arrive. La citation de John Bogle dans les sources m'a marqué. Ce que vous ne voyez pas dans les frais, vous le perdez dans les années. Et c'est précisément là que se trouve l'autre côté de la médaille. Le poison lent de la performance, ce sont les frais. Les documents en décrivent plusieurs couches. C'est un vrai millefeuille. On commence par quoi? Les frais d'entrée? Oui, les frais sur versement, ce qu'on paye à chaque fois qu'on met de l'argent. J'ai lu dans une des notes que beaucoup de contrats modernes, surtout en ligne, les ont totalement supprimés, non? Exactement. Et c'est devenu un premier filtre quasi obligatoire. Payer 3 ou 4% à chaque versement, c'est commencer la course avec un boulet au pied. Clairement. Mais le vrai danger, ce sont les frais plus discrets, les plus insidieux, les frais de gestion annuels. Cela, on ne peut pas y échapper. Non. Ils sont prélevés chaque année que votre contrat est gagné ou perdu, et ils s'appliquent sur la totalité de votre capital. C'est ça qui vient grignoter la performance. On parle de quel ordre de grandeur? Un petit pourcentage, ça peut pas faire tant de mal que ça, si? C'est là que l'effet des intérêts composés joue contre l'épargnant. Une des analyses chiffre l'impact, et c'est saisissant. Ah, je veux bien voir ça. Prenez 50 000 € avec un rendement brut de 5% par an. Avec un bon contrat qui a 0,6% de frais de gestion, au bout de 20 ans, votre capital atteint environ 113 000 €. Ok. Maintenant, le même capital dans un vieux contrat, chargé en frais à 1,5% par an. Au bout des mêmes 20 ans, votre capital ne sera que de 917 000 €. Waouh, 16 000 € de différence. 16 000 €, c'est colossal. C'est de l'argent qui n'est pas dans votre poche, mais dans celle de l'assureur. L'effet boule de neige des rendements est complètement freiné par l'effet sable mouvant des frais. C'est une bonne image, oui. Et les sources évoquent d'autres points noirs, comme des choix d'investissement parfois très limités, c'est ça? Oui, c'est un point crucial, et tous les contrats ne se valent pas. Une critique récurrente, surtout envers les contrats des grandes banques, c'est l'univers d'investissement qui est restreint. On nous propose que des fonds maison. Souvent, oui. Une poignée de fonds gérés par la banque elle-même, qui sont souvent plus chers et pas forcément les plus performants. Si on veut un ETF qui suit le marché mondial à bas coût, on ne le trouve tout simplement pas. La liberté de choix est parfois très illusoire. Et quitte de la liquidité. On a l'impression que l'argent est toujours dispo, mais les notes semblent nuancer ça. C'est une nuance importante. En théorie, l'argent est disponible à tout moment via un rachat. Mais ce n'est pas un compte courant. Il y a des délais. Voilà. Les documents précisent que les délais peuvent varier de quelques jours à plusieurs semaines. Donc ce n'est pas l'outil idéal pour son épargne de précaution. Un PEA ou un compte titre ordinaire, c'est beaucoup plus réactif. Alors, si on met tout ça dans la balance, d'un côté, des avantages fiscaux et successoraux uniques, de l'autre, des frais potentiellement lourds et une certaine rigidité. Comment les sources positionnent finalement l'assurance vie? C'est l'outil indispensable? Le consensus qui se dégage, c'est que c'est un outil complémentaire, puissant, mais pas universel. Il ne remplace pas les autres produits? Non, il vient s'y ajouter. Pour investir purement en actions, un PEA est souvent plus simple et moins chargé en frais. Pour l'épargne de précaution, le livret A reste imbattable. Mais quand l'horizon de temps s'allonge et que la question de la transmission entre en jeu, là, l'assurance vie devient une pièce maîtresse. Donc ce n'est pas l'outil qui est systématiquement le meilleur, mais il peut être le plus pertinent pour des objectifs très spécifiques, comme préparer sa succession ou se créer cette fameuse rente peu fiscalisée. C'est précisément la conclusion.
L'assurance vie, c'est un arbitrage. On accepte une certaine complexité et on s'astreint à une chasse aux frais pour aller chercher des avantages qu'on trouve nulle part ailleurs. D'où l'importance de bien choisir son contrat. C'est la recommandation qui revient en boucle. Comparer. Ne signez jamais le premier contrat venu. Épluchez les grilles de frais. Vérifiez l'étendue des unités de compte. Le choix du contrat est aussi, voire plus important que la décision d'en ouvrir un. Très clair. Si on devait résumer les points essentiels de notre exploration, primo, l'assurance vie est un outil d'investissement polyvalent, bien plus qu'une simple assurance décès. Oui, Deuxièmement, son vrai potentiel, surtout fiscal, se révèle sur le long terme, après ce fameux cap d'évitant. c'est ça. Et troisièmement, le point de vigilance absolu, le diable dans les détails, c'est le niveau des frais. Absolument. C'est ce qui peut tout changer sur la performance finale. Voilà. Et tout ce débat sur les frais, ça soulève une question encore plus large, qui va au-delà de l'assurance vie, non? C'est-à-dire, Les sources nous poussent à être vigilants sur ce produit, mais la réflexion est universelle. La pensée finale qu'on pourrait méditer, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on examine vraiment l'écho caché de tous nos placements, de notre compte en banque, de notre plan d'épargne entreprise? c'est une très bonne question. Et quel est le vrai prix sur des décennies d'une simplicité de façade ou d'une confiance un peu aveugle dans une gestion déléguée? Une excellente question pour conclure en effet. C'est la fin de notre analyse des documents sur l'assurance vie. Si cette exploration vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.